Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des jeunes. Comme chaque samedi sur Radio Action Jeune, nous sommes le samedi 17 février. Salut Enzo. Salut Tom et salut à tous. Voici les titres de... Ce week-end est un long week-end de grève à la SNCF. Les zones A et C sont en vacances. Un TGV sur deux ne circulera pas ce week-end. Le directeur de TGV Intercité s'excuse auprès de ceux qui ne pourront pas prendre le train ce week-end. C'est dans notre rubrique à la une. Et dans le monde, cette semaine, nous nous pencherons sur la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky en France ce vendredi, l'occasion de décrypter les annonces d'Emmanuel Macron sur le sujet de l'Ukraine. Dans ce journal également, nous vous ferons découvrir comment fabriquer un piège efficace et à moins d'1 € contre les souris. Elles sont de plus en plus nombreuses à entrer dans nos maisons. Place ensuite à la minute mécanique de Tom. Il se penche sur Sergio Pérez. Enfin, toujours en sport, Benoît a rendu visite au collège Roncherolles qui organise la semaine prochaine le tournoi Hand for Elle. Enfin, elle viendra nous parler d'un livre sur l'inceste. Anne-Louise Lamé sera notre invitée. C'est dans l'interview des jeunes. Mais ouvrons cette édition par ce drame survenu ce matin à Ponton-de-Mer. Vers 6h ce samedi, un violent choc a eu lieu entre un scooter et une voiture en plein centre-ville de Ponton-de-Mer. 3 victimes sont à déplorer. 2 jeunes hommes étaient sur le scooter. Le premier, âgé de 20 ans, est gravement blessé et a été transporté en urgence absolue au CHU de Rouen. L'autre, occupant du scooter, âgé lui de 19 ans, est plus légèrement blessé. Le conducteur de la voiture, également un jeune homme de 19 ans, a été pris en charge par les forces de l'ordre et n'est que légèrement blessé. On poursuit avec cette grève à la SNCF ce week-end. Une grève des contrôleurs de la SNCF perturbe le trafic ferroviaire ce week-end. 1 million de voyageurs étaient attendus en gare et si la SNCF a essayé de trouver un maximum de solutions, 150 000 voyageurs ont tout de même dû rester à quai. On est parvenu à trouver une solution pour 850 000 voyageurs, c'est-à-dire 85% de nos clients, précise Alain Krakovitch, le directeur de TGV Intercité. Il a par ailleurs annoncé que les voyageurs sans train seraient intégralement remboursés. Pour éviter une nouvelle mobilisation dans les mois qui viennent, Alain Krakovitch plaide pour des négociations. Il faut dire que des membres du collectif indépendant des contrôleurs, à l'origine du mouvement, évoquent déjà l'hypothèse ou la menace d'une nouvelle grève en avril au moment des vacances de printemps. Le directeur de TGV Intercité explique que depuis la grève du week-end de Noël en 2022, la discussion a été permanente avec les organisations syndicales. On parle à présent de cet accord entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Le président français Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé ce vendredi soir à Paris un accord bilatéral de sécurité. Il est censé garantir un soutien civil et militaire dans la durée à l'Ukraine en pleine guerre avec la Russie. Autant de soutien très attendu alors que l'armée ukrainienne est à la peine face aux Russes et à l'aide américaine gelée. Dans ce texte conclu pour une durée de 10 ans, la France s'engage à fournir en 2024 jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à Kiev, après un soutien qu'elle chiffre à 1,7 milliard en 2022 et 2,1 milliards en 2023. Et une nouvelle plainte contre l'acteur Gérard Depardieu déposée le mois dernier. La plainte a été déposée le 9 janvier dans un commissariat de Paris pour agression sexuelle sur une personne vulnérable par personne abusant de l'autorité de sa fonction. Les faits dénoncés remontent à mars 2014 selon le document. Selon le courrier de l'Ouest, les faits dénoncés par cette femme, ancienne assistante, âgée alors de 24 ans, auraient eu lieu lors du tournage du film Le Magicien et les Siamois, réalisé par Jean-Pierre Mocky. Gérard Depardieu, 75 ans, a été mis en examen en décembre 2020 pour viol et agression sexuelle après une plainte de la comédienne Charlotte Arnould. Elle avait dénoncé fin août 2018 2 viols au domicile parisien de l'acteur. La plainte de la comédienne Hélène Darras, qui accusait Gérard Depardieu de l'avoir agressé sexuellement en 2007, a été classée fin décembre pour prescription. En décembre 2023, la journaliste et écrivaine espagnole Ruth Baza a aussi déposé plainte pour viol pour des faits remontant à 1995. Une question que nos auditeurs se sont peut-être posée, comment fabriquer un piège pour les souris qui s'invitent dans nos maisons ? Vous êtes tranquillement installé dans votre canapé, vous regardez la télé et votre attention est détournée par une petite bête qui traverse votre salon à toutes jambes. Sans être invité, une souris s'est installée chez vous et vous voilà en colocation forcée. Pas de panique, il existe des pièges pour les chasser sans les tuer et il est tout à fait possible de les fabriquer soi-même et ce, sans dépenser une fortune. On vous explique comment. Si vous êtes un adepte du système D, sachez qu'une bouteille en plastique peut se transformer aisément en un piège à souris qui ne blessera aucunement le petit rongeur. Saisissez une grande bouteille en plastique,
Coupez le goulot à l'aide d'un cutter ou d'un ciseau. Déposez ensuite un morceau de fromage ou du beurre de cacahuète, le péché mignon des souris, ou n'importe quel appât pour attirer le petit animal. Posez la bouteille sur un morceau de bois. Ce dernier fera office de bascule pour emprisonner la souris. Placez un autre morceau de bois devant la bouteille afin de créer une rampe d'accès au fond de la bouteille. Quand la souris sera capturée, vous n'avez plus qu'à la relâcher dans la nature et loin de chez vous. Et puis la saison 13 de Danse avec les stars a débuté hier, mais la chaîne a dû prendre les paroles suite à des commentaires de grossophobie envers Nico Capone. La saison 13 de Danse avec les stars qui a démarré ce vendredi sur la première chaîne est précédée d'une vague de haine sur les réseaux sociaux visant l'un des candidats, le TikToker Nico Capone. Il fait l'objet de commentaires insultants au sujet de son poids, si bien que TF1 a pris la parole pour dénoncer ces dérives. Danse avec les stars est une émission de divertissement, a-t-elle rappelé jeudi sur Twitter. Nous ne tolérons en aucun cas des messages haineux ou discriminatoires à l'égard de nos participants. Nico Capone, star des réseaux sociaux avec 12 millions d'abonnés sur Instagram et 27 millions sur TikTok, avait annoncé sa candidature au programme de TF1 en janvier dernier. Le Parisien fait état de centaines de messages insultants répartis entre les comptes de TF1 et de Danse avec les stars. Ce père de famille, connu pour ses pastilles humoristiques, a lui-même pris la parole sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, comme le rapporte le quotidien. Ça va trop loin, les amis. S'il vous plaît, j'ai une famille. Soyez indulgents et respectueux, au moins pour eux. J'ai voulu les dénoncer sur les réseaux sociaux parce qu'il y en avait vraiment trop, explique-t-il. J'ai les épaules larges, mais c'est plus dur pour ma famille. C'est la première fois que je vis un harcèlement aussi important. Comme chaque samedi, place à la minute mécanique de Tom. Il nous parle de Sergio Pérez aujourd'hui. Sergio Pérez est un pilote automobile mexicain de 34 ans, né le 26 janvier 1990 à Guadalajara, au Mexique. Il est pilote depuis 2014. Il devient le premier Mexicain en Grand Prix depuis Hector Robac en 1981. À Jeddah, au Grand Prix d'Arabie Saoudite le 19 mars 2023, sur le circuit où il a obtenu sa première pole position, Sergio Pérez réalise la seconde pole position de sa carrière, qu'il convertit en victoire devant son coéquipier Max Verstappen. Ensuite, à Monza, il obtient son meilleur résultat sur le circuit en se classant 3e derrière son coéquipier, ce qui permet à Red Bull d'obtenir un nouveau double titre constructeur-pilote. Enfin, il termine 3e à Las Vegas et en 2023, il devient vice-champion du monde, une première pour Red Bull Racing. Merci Tom. Et puis on va faire un détour par le collège Roncherolles. L'équipe de l'établissement organise pour la 3e fois un tournoi de hand réservé aux filles de 6e et ça s'appelle Hand for Help. Voilà 3 ans, l'équipe des professeurs d'EPS du collège Roncherolles à Bolbec tentait le pari de faire davantage venir les filles au sport. La solution, organiser chaque année un tournoi de handball à 4 pour toutes les élèves de 6e. Un tournoi baptisé Hand for Help. Le but de cette journée, c'est de permettre aux filles de jouer entre elles. Jérémy Dupuis, professeur d'EPS et co-organisateur de Hand for Help. De se sentir compétente, d'oser faire, parce qu'on sait, avec les études sociologiques, on nous a montré que quand on joue filles et garçons ensemble, parfois, l'espace est mangé, les filles se font disputer, donc ça permet un petit peu de donner du sens à la pratique des filles. C'est pas idéal puisqu'on est séparés des garçons, mais en tout cas, c'est un point d'appui pour démarrer et lancer une réflexion sur le sport féminin. C'est une durée de vie de 3 ans, ça fait 3 ans que ce projet existe et on a quelques répercussions sur les inscriptions à l'USS des filles, sur les filles qui vont au club de hand puisque le club est associé, donc c'est plutôt intéressant. Un geste d'autant plus nécessaire que l'implication des jeunes filles dans les clubs reste très compliquée. Hand for Help a donc eu le mérite de leur donner envie, au moins à quelques-unes, de prendre une licence. Malgré tout, il existe toujours une frontière entre filles et garçons et donc encore du travail à fournir. Julie Tournier, professeure d'EPS au Collège Roncherolles, est également co-organisatrice. Ça marche mieux encore quand on fait un créneau fille, un créneau garçon. En fait, quand elles sont mélangées avec les garçons, il y a très peu de monde. Moi, j'anime l'AS Volleyball. Là, par exemple, j'ai une seule fille ce midi sur 30 élèves. Donc, c'est pareil. Les filles ne viennent pas spontanément ou quand il y a beaucoup de garçons qui sont inscrits, elles ne viennent pas non plus. C'est pour ça qu'on a essayé de faire aussi des catégories filles et des entraînements spéciaux pour que les filles jouent ensemble. Alors ça fonctionne mieux, mais on a des difficultés à avoir des équipes complètes quand même. Pour Hand for Help, Roncherolles s'adjoint les services de Johan et Sarah, tous deux membres du club de handball de Bolbec. Mais ils ne sont pas les seuls, puisqu'une classe de 5e du collège, en option sport, sera là toute la journée pour aider à l'organisation.
L'an dernier, parmi ses élèves de 5e, il y avait Flore et Camille, qui continuent le sport évidemment cette année. Elles racontent leur expérience de cette année-là. On avait chacun un des rôles et du coup il y avait coach, arbitre à la table de marque et tout. Et puis on organisait un petit peu et au préalable on avait déjà fait quelques petites choses. J'étais coach. Coach aussi. Faut les encourager et aussi fallait les mener au match parce que eux ils pouvaient pas savoir c'était quel terrain où il fallait qu'ils jouent. Le Collège Roncherolles continue donc d'imprimer sa marque en faveur de l'égalité filles-garçons. Il y a 3 ans, l'établissement avait même remporté un concours organisé par le comité départemental olympique et sportif. Le projet de cette année-là, c'était égal à égal pour aller plus loin dans le sport féminin. Et le 29 mai, une nouvelle journée organisée dans le cadre de l'UNSS cette fois accueillera entre 300 et 400 jeunes filles venues de tout le pays de Caux et du bassin havrais. Au programme, handa 4, basket 3 contre 3, escalade et foot extérieur, avec même une scène ouverte pour mettre de l'ambiance. Vous en avez l'habitude, le journal des jeunes ne serait rien sans son interview. Salut Benoît. Salut Enzo. Qui est notre invité en ce 17 février ? Aujourd'hui, nous recevons Anne-Louise Lamé. Elle est l'auteure du livre « Protégée au-delà des mots ». Cela porte évidemment sur une thématique dure, souvent passée sous silence, parce que peut-être aussi inavouable par moments pour les victimes. Anne-Louise Lamé, dans ce livre, vous évoquez l'inceste. Pourquoi avoir choisi un thème aussi violent ? Bien, bonjour Benoît, Tom, Enzo. Je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité pour cette interview. Je suis très épatée par votre discours à la radio. Bravo les garçons, continuez comme ça. Je pense qu'il y a des vocations qui vont s'ouvrir. Bravo, félicitations. Donc oui, effectivement, donc je suis l'autrice du livre Protégée au-delà des mots. Donc c'est un livre que j'ai décidé d'écrire il y a environ 2 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai été victime de violences sexuelles de la part d'un oncle lors de ma plus jeune enfance, donc j'avais moins de 10 ans. Et il y a eu un silence qui s'est établi au sein de la famille, puisque à l'époque, ma mère est tombée sur les faits. Donc du coup, les faits ont été immédiatement stoppés puisque mes parents ont pu me protéger. Néanmoins, on a laissé donc la personne, donc mon oncle, vivre sa vie au sein du domicile de la grand-mère. Et personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de poursuite judiciaire, il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Je n'ai pas été pris en charge médicalement, psychologiquement. Donc en fait, j'ai construit ma vie autour de ces faits-là. Donc j'ai construit une enfance un peu difficile puisque j'ai été confrontée à la peur de l'adulte puisque je ne connaissais pas les règles et les interdits. Donc j'ai dû me protéger par rapport à tout ça. L'adolescence était aussi un petit peu mouvementée puisque il y a eu un petit peu de rébellion avec des addictions, avec de la consommation de cannabis, etc. Et puis adulte, j'ai décidé de me prendre en main et de rentrer dans un cadre qui est très carré, donc qui est la gendarmerie, pour essayer d'avancer dans la vie et aider plus que possible dans cette société. Donc en l'occurrence en faisant respecter les règles et en espérant avoir justice un jour pour les victimes. Voilà. Donc ce livre, il a été écrit dans le but de libérer la parole. Libérer la parole, pourquoi ? C'est parce que c'est la première chose qu'il faut faire quand vous êtes victime, c'est-à-dire en parler. En parler ouvertement à toutes les personnes qui vous entourent, parce que ce n'est pas un tabou. Il y a obligation à un moment donné de mettre des mots sur ce qui s'est passé pour tout simplement se soigner, parce que ce genre de faits commis sur votre personne, donc des violences sexuelles, c'est quelque chose qui est très violent. Et si vous n'en parlez pas, vous ne pouvez pas avancer correctement dans la vie avec les bons éléments. Est-ce que c'est un des sujets ou un des crimes, parce que c'est un crime, hein. C'est un crime, oui, tout à fait, oui. Est-ce que c'est un des crimes sur lequel on constate peut-être le plus d'omerta aujourd'hui ? Parce que vous avez parlé même de la loi du silence qui s'est établie dans votre famille. Alors, en fait, effectivement, il y a une libération de la parole qui fait que, aujourd'hui, on a les choses se disent. Du coup, l'omerta est malheureusement toujours présente au sein des familles. Moi, j'ai connu une famille qui n'a pas voulu éclater. J'ai connu une famille qui a voulu protéger la grand-mère maternelle
puisqu'il fallait ne pas en parler. Il fallait maintenir ce lien familial qui était présent, mais qui finalement, pour moi, a été une endurance supplémentaire, puisque j'ai été confrontée au regard de cet agresseur pendant toute ma jeunesse, puisque systématiquement, quand j'allais rendre visite à ma grand-mère, lui était présent et me provoquait du regard, me tentait de m'adresser la parole. Et ça, c'est clairement un état d'esprit pervers pour avoir la main mise sur la victime. Le but, c'est de faire taire la victime et de ne pas éclater donc ces liens familiaux qui sont très importants. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, on a quand même plus une amélioration, une libération de la parole qui permet justement de lever cette chape et cette omerta au sein des familles. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est pour ça que nous, les victimes, on aime en parler pour tenter de faire prendre conscience donc aux gens, donc aux jeunes et aux moins jeunes, qu'il est important d'en parler, quoi. Vous parliez tout à l'heure de la libération de la parole. Oui. Quelles ont été vos motivations à dénoncer ce que vous avez vécu? En fait, moi, j'ai fait comme une petite explosion, c'est-à-dire que une amie m'a posé la question de savoir quelles étaient mes motivations pour entrer dans la gendarmerie. Donc, j'ai expliqué cette envie de faire régner la justice avec un travail administratif cumulé avec un travail à l'extérieur. J'ai une gestion de l'événement, etc. Et puis, à un moment donné, la question a été un peu plus précise. On m'a demandé s'il n'y avait pas eu un événement dans ma vie qui a fait que je voulais rentrer en gendarmerie. Donc, la réponse n'a pas été immédiate puisque j'ai fait un travail sur moi pendant plusieurs jours à la maison. Et j'ai compris clairement que j'étais rentrée en gendarmerie par ce besoin de justice et ce besoin de protéger les autres. Voilà. Donc de là, après, j'ai pris conscience que ce qui m'était arrivé, en fait, j'en avais jamais parlé et que j'en avais toujours souffert et que maintenant, j'ai décidé de me prendre une nouvelle fois en main. Voilà. C'est quand même terrible dans ce que vous racontez de voir que face à ce qui est pour moi clairement voler l'enfance d'un enfant, voler son innocence, c'est terrible de se dire que encore la famille prévaut avant tout, quoi. C'est ça. En fait, on viole un enfant, on vole son enfance, on vole sa vie d'adulte, parce que tout est difficile à construire par la suite dans cette société. Et puis, oui, il est important. Les liens familiaux sont ultra importants. C'est plus que tout, en fait. On tente de protéger. Donc, on protège finalement l'agresseur, on écarte la victime, alors que finalement, ça devrait être le contraire. On devrait protéger la victime et écarter l'agresseur, mais à l'époque, non, c'était pas possible autrement, quoi. Et j'ai même eu clairement une réaction immédiate de la grand-mère qui a clairement expliqué à ma mère au moment de la révélation des faits. Donc on était quand même c'était très tendu, et la grand-mère maternelle a dit que c'était pas vrai, et l'agresseur, donc mon oncle, a même giflé ma mère pour lui dire que c'était complètement faux. Et ma mère a validé cette gifle en disant que si elle l'avait reçue, c'est qu'elle l'avait méritée. Donc, alors que ma mère aimait beaucoup sa maman, quoi. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans un milieu qui n'est pas sain, puisqu'il faut étouffer les faits commis par la famille, quoi. Parce que c'est un oncle, hein. Voilà. Est-ce que, pardonnez-moi de vous poser la question, mais comment on se reconstruit? Parce que vous avez bien dit que vous n'aviez pas eu de soutien psychologique, ni de médecin, ni de praticien pour vous aider, vous venir en aide. Comment est-ce qu'on se reconstruit? Comment est-ce qu'on arrive à refaire confiance à un adulte, à aimer quelqu'un finalement, à accepter de nouveaux rapports? Comment est-ce qu'on fait pour se reconstruire avec tout ça? En fait, on ne se reconstruit pas. On se construit autour de ça. Et au début, enfant, moi, j'ai toujours été un peu dans le déni. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai vécu quatre scénarios, on va dire. Donc, c'est des vidéos qui sont réactivées systématiquement dans ma mémoire lorsque je vois un objet, lorsque j'entends son prénom, lorsque j'entends un homme éternuer, par exemple. Ça me rappelle ce qui s'est passé. Je revis systématiquement les faits. Donc ça, on fait
on met en place des stratégies d'évitement, c'est-à-dire qu'en fait, on évite d'aborder des sujets qui sont liés aux violences sexuelles. On évite de parler de ce qui s'est passé. Donc, même au sein avec mes parents, eh bien, on n'en parlait pas parce que c'était trop violent pour moi. Et puis depuis l'explosion, eh bien, la construction, elle redébute. Je dis souvent que depuis que mon ami m'a posé la question, depuis cette date, en fait, il y a comme une petite renaissance, c'est-à-dire que il y a une libération de la personne. Vous ressentez plus les choses, les émotions sont plus présentes, et surtout, eh bien, vous pouvez affronter toutes vos difficultés psychologiques et psychiatriques, puisque moi j'ai un suivi médical actuel, et vous avez des éléments qui vous permettent de comprendre ce qui vous est arrivé, et sans compréhension, sans libération de la parole, eh bien, aujourd'hui, j'estime qu'une victime ne peut pas se reconstruire. D'où, encore une fois, cette importance de libérer la parole, d'écrire le livre et de partager au maximum l'information pour que les victimes se prennent en charge et qu'on détecte aussi les éventuels proches ou amis qui sont victimes et qui n'ont jamais parlé, quoi. Est-ce que vous avez voulu mettre un sujet sur la place publique qui n'est peut-être pas assez évoqué, parce que on parle des violences sexuelles, mais peu d'inceste dans les médias? Alors, on parle de violences sexuelles faites sur les femmes et les enfants. Il y a aussi des hommes, des garçons qui sont victimes aussi de violences sexuelles. Donc, depuis le hashtag MeTooInceste, le gouvernement a décidé de mettre en place des organismes tels que la CIVIS, la Commission indépendante des violences faites sur les enfants. Tout ça, c'est des systèmes qui sont mis en place pour libérer la parole, si tu veux. Mais après, du coup, l'omerta, il explose quand même. Les gens en parlent de plus en plus. Il est important, les violences sexuelles comprennent l'inceste. En fait, des fois, c'est tout simplement le mot inceste qui fait réagir les gens. En l'occurrence, moi, ça a été ça quand on m'a dit « t'as été victime d'inceste ». Bah ouais. Ouais, j'ai été victime d'inceste. Et en fait, il m'a fallu plusieurs jours pour définir le mot dans ma tête, alors que je sais très bien ce que ça veut dire, puisque je suis gendarme, donc évidemment, j'étais confrontée à cette problématique quotidienne, quoi, en fait, finalement. Mais le fait de mettre des mots sur ce qui vous est arrivé, ça apporte beaucoup. Mais l'inceste, oui, fait partie des violences sexuelles qui sont très importantes. Vous savez qu'il y a 3 enfants par classe qui sont victimes d'inceste, quoi. Donc, violences sexuelles commises par un papa, une maman, un grand-père, un oncle. 3 enfants dans une classe. 3 enfants par classe, ouais, sont actuellement victimes de violences sexuelles. Donc, pour un collège, par exemple, c'est terrible. Ah bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, ce qui me fait réagir, c'est que quand j'envoie mes enfants à l'école, je me dis que dans cette classe, il y a forcément des victimes. Donc, statistiquement, ça fait peur. Ouais. Ça fait peur. Donc, c'est pour ça qu'il faut former cette population, notre société, à détecter. Alors, c'est très difficile. J'ai pas la baguette magique. Mais en parler, former les professionnels de l'éducation nationale, les profs, tous ceux qui travaillent autour des enfants pour leur donner des éléments pour pouvoir détecter et pour pouvoir apporter de l'aide, en fait, et pouvoir stopper cette impunité. Parce que finalement, les agresseurs poursuivent leurs méfaits en totale impunité, quoi. J'ai envie de vous poser 2 questions en une. La première, c'est est-ce que, puisque vous avez bien indiqué que finalement, inconsciemment, rentrer dans la gendarmerie, c'était vouloir chercher la quête de justice, pour vous, mais pas seulement, mais aussi pour les autres. Pour les autres, oui. Et alors, ma première question, c'est est-ce que vous, dans le cadre de votre travail, vous cherchez beaucoup à essayer, à vous spécialiser peut-être dans ce genre de cas de violences sexuelles intrafamiliales, et ensuite, comment est-ce que vous faites, d'une part, pour amener la victime à en parler, parce que être devant un gendarme, c'est pas simple, c'est pas évident, même quand on est victime, et aussi pour faire parler le reste de la famille, puisque vous avez bien parlé de cette omerta. Comment vous faites ?
C'est ça. En fait, avant mon explosion, le fait d'être gendarme et d'accueillir des victimes de violences sexuelles, ça a été clairement géré de manière juste et comme une espèce de dissociation. En fait, le gendarme s'interdit systématiquement de ressentir les choses auprès des victimes parce que sinon, ça serait très compliqué. Ne pas le montrer, d'accord, mais le ressentir en soi. Alors, quand même. le ressentir, justement, avant l'explosion, je ne ressentais absolument rien parce que j'étais complètement dissociée de qui je suis, de Anne-Louise, de mon être. Donc ça, je ne ressentais rien. Depuis mon explosion, les choses ont vraiment évolué. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, quand on m'en parle, je ressens, je comprends. Finalement, je m'aperçois aujourd'hui que je me suis auto-formée aussi et que clairement, je peux comprendre ce qui est arrivé donc, à la personne qui se trouve en face de moi. Et les questions posées parfois par mes collègues ne sont pas adaptées donc aux besoins pour l'enquête en fait tout simplement. Il y a un réel manque de formation. Les choses évoluent. Le gouvernement a mis en place des formations pour les gendarmes. Moi, j'invite clairement les victimes à vouloir à déposer plainte et à se présenter dans les maisons des protections de la famille. Donc, ce sont des maisons qui ont été mises en place par la gendarmerie il y a quelques années pour accueillir les victimes de violences sexuelles. Et ce sont des professionnels formés à cet effet. Donc là, vous avez un accueil bienveillant, chaleureux et les personnes peuvent vous accompagner dans ce dépôt de plainte, j'insiste, avec bienveillance. Comment est-ce que les jeunes peuvent se protéger de ce genre d'agression ? Alors, pour se protéger, la seule et unique... la solution, forcément, elle est complexe. Enfin, je ne l'ai pas, quoi. Je peux pas donner des arguments pour... voilà. La seule chose que je peux inviter à faire, c'est d'en parler. En parler pour faire stopper ce qui se passe. Dans une famille, quand vous êtes victime de violence de la part d'un proche, quelqu'un que vous avez confiance, c'est très difficile. Et la première chose à faire, c'est d'en parler. Et à qui vous faites confiance, donc ça peut être aussi dans le monde extérieur, hein, pas que dans la famille, ça peut être au lycée, un médecin, un ami, n'importe qui, pour faire stopper et puis pour vous protéger, quoi. Est-ce que vous-même, vous menez des opérations de communication sur cette thématique ? Est-ce que vous avez des conférences, je ne sais pas, des interventions dans les établissements ? Alors depuis 3 ans, ouais, donc depuis que j'ai explosé, donc il y a eu l'écriture de mon livre qui a fait que beaucoup d'associations ont pris contact avec moi. Donc je travaille beaucoup avec l'association Les Enfants de Tamar sur Vernon, qui a pour vocation d'ouvrir une structure dédiée à toutes les victimes de violences sexuelles avec tous les professionnels adaptés pour la gestion de ce traumatisme. Et du coup, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque moi-même, quand j'ai explosé, je me suis rendu compte que les professionnels de la santé n'étaient pas forcément formés à nous aider, à nous accompagner. Donc là, ça devenait compliqué. Donc j'ai eu l'occasion de faire... je partage avec l'association en accompagnant des groupes de parole. Je participe à quelques festivals. J'explique mon ressenti de gendarme et de victime, en fait, les deux casquettes. Et je diffuse sur les ondes au maximum la diffusion de mon livre. Pourquoi ? Parce que dans mon livre, on peut clairement comprendre ce qu'est des violences sexuelles faites aux enfants, puisque moi j'explique clairement les faits. Et après, en découle toute une vie et les victimes souvent se retrouvent dans mes écrits et donc du coup ça les aide beaucoup. Suite à la lecture de mon livre, de nombreuses personnes et ça me touche vraiment. On fait la démarche de déposer plainte et ça, c'est pour moi, c'est déjà gagné, quoi. Justement, votre livre, là, je l'ai sous les yeux. On parlait tout à l'heure d'enfance volée. Oui. C'est parce que dessus, il y a un Mickey qui fait un geste que la morale réprouve. Ouais. Pourquoi avoir choisi cette illustration ?
Alors en fait, sur cette illustration, on y voit un Mickey qui fait un doigt d'honneur avec la bouche cousue. C'est clairement lié à une enfance traumatisée qui n'a pas eu le droit de parler. Et aujourd'hui, depuis 3 ans, eh bien, le fuck correspond à mon envie de On le voit sur votre compte Instagram. Oui, c'est ça, même sur Facebook et Twitter, on y voit ce Mickey. Et c'est très provocateur puisque j'ai décidé de me prendre en main, mais pas que. J'ai décidé de faire vibrer les auteurs, de libérer la parole, d'accompagner les victimes et stop, quoi. C'est comme un stop, en fait, quoi. Je crois que Tom avait une question. Oui, Tom, je t'écoute. Quelle peine peut avoir un agresseur ? Alors, l'agression sexuelle, c'est, de mémoire, c'est 10 ans et c'est une peine d'amende. Et pour les crimes, alors pour moi, c'est que des crimes. Hein. Pour le viol, c'est 20 ans et une peine d'amende que je ne maîtrise, que je n'ai plus en tête, quoi. Voilà. On parle même pas de la peine pour la victime. La peine pour être victime, c'est une peine à vie. Hein. Donc là, vous avez perpète. Hein. C'est gratuit. Pour un an, c'est pas gratuit parce que finalement, se soigner, ça coûte énormément d'argent. Depuis mon explosion, j'en suis à des milliers de dépenses d'euros pour tout simplement me faire suivre psychologiquement, psychiatriquement, me faire interner parfois. Ça arrivait une fois, en l'occurrence au moment de mon explosion. Sans parler de la gestion du dépôt de plainte avec les avocats, les honoraires d'avocats. Tout ça, vous n'avez aucune aide. Et ça, en fait, c'est très compliqué à gérer, quoi, pour une victime. Vous pensez justement que les peines en France, elles ne sont pas assez lourdes pour les agresseurs ? Moi, j'estime qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on les appelle les pédocriminels. Aujourd'hui, c'est un crime contre l'humanité, en fait. Parce que c'est très compliqué. On pourra en parler pendant des heures, mais en fait, quand vous agressez sexuellement un enfant, en fait, si vous n'apportez pas de l'aide à cette personne, elle peut rapidement reproduire ces faits-là à d'autres personnes. En fait, c'est transgénérationnel. Et c'est là qu'il faut absolument intervenir parce qu'en fait, en ne soignant pas nos victimes, on crée nos prédateurs. Donc voilà, c'est un résumé. Et puis, vous avez dit qu'il y a des paroles qui se sont libérées. On sait que des fois, l'être humain, pour faire sa résilience, on va dire, se protéger, occulte les événements. Ça veut dire qu'il y a peut-être encore de nombreux crimes dont les victimes ne se souviennent peut-être même plus. Oui, on peut parler d'amnésie traumatique. Donc c'est un terme qui a été utilisé par le docteur Muriel Salmona, donc une pédopsychiatre qui est très investie dans le combat. Et effectivement, des gens ont parfois, en fait, c'est comme on appelle ça. Alors, je suis pas médecin, mais c'est comme une disjonction du cerveau qui écarte au moment des faits, en fait, qui écarte systématiquement ce qui se passe parce que c'est d'une telle violence que le cerveau ne peut pas l'intégrer et en fait le cerveau se dit en fait si j'éteins pas je vais mourir, voilà. Donc c'est violent, quoi. Et du coup il y a cette espèce d'amnésie traumatique qui est mise en place, c'est-à-dire qu'en fait des années après les faits, des victimes se rappellent, ont des trucs qui reviennent dans le cerveau, qui disent mais j'ai été victime de ça, en fait, mais je l'avais complètement oublié. Donc ça, c'est d'une extrême violence parce que ça vous tombe sur le coin du nez comme ça, de nombreuses, ça peut 10, 20, 30, 40 ans après, quoi. Donc ça, c'est très très violent, quoi. Voilà. Peut-être qu'en conclusion, j'avais envie de vous demander de nous faire un petit plaisir. Est-ce que vous accepteriez de lire un petit bout de votre livre ? Ah oui, avec plaisir. Il faut que je réfléchisse un peu à quel passage pourrait... mais il y a un passage... à l'explosion, en fait, j'aime bien parce que c'est très significatif de ce qui m'est arrivé. Et que en fait j'ai compris qu'il fallait parler, quoi. Donc je l'ai. Donc page 86, donc c'est l'explosion. Elle utilise, donc je parle de mon amie. Elle utilise le mot inceste qui est radicalement projeté en moi. Ce mot traverse et résonne dans tout mon corps. Une déferlante, une tempête déferle dans mon être et mon âme. Je ne peux plus parler ni bouger. Mon corps est tendu et mon esprit rigide. Je sens mon visage blanchir. Tremblante, je suis à la limite de l'évanouissement. Voilà. Ce passage-là, je l'aime bien parce que j'y fais souvent référence parce que ça signifie tout. Ça veut dire que j'ai été victime d'inceste. Le pire, c'est que je le sais parce que moi, j'ai pas eu d'amnésie traumatique. Enfin, j'espère ne pas en avoir eu. En tout cas, et le fait d'avoir mis un mot sur ce qui m'est arrivé, en fait, je me suis, comment dire, état de choc. Voilà, état de choc.
Je blanchis, je comprends rien, je rentre chez moi, mon mari me regarde, il me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Et après, de là, une semaine après, je déboule chez mon agresseur pour lui dire, pour dire à sa femme que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Vous avez pu porter plainte d'ailleurs? Oui, j'ai porté plainte. Donc en fait, j'ai commencé par aller voir mon agresseur pour dire à sa femme que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Donc de là, je me suis dit c'est bon, je peux me soigner. Parce que c'était important, en fait, ce qui ronge toutes les victimes, c'est cette culpabilité, cette honte et je me suis toujours dit, merde, il a agi sur moi, il a agi sur 3 autres victimes, ça je le sais, parce que dans l'enquête judiciaire, c'est là, c'est présent. Et je me dis que il peut continuer à agir si personne ne dit rien, quoi. Donc là, j'ai commencé par aller le voir. Ensuite, prise en charge psychologique, psychiatrique, tout ça. Et de là, quelques temps après, donc quelques mois après, je me dis bon ça y est, maintenant c'est le dépôt de plainte, je suis prête, quoi. Donc un dépôt de plainte, alors moi j'invite tout le monde à déposer plainte, mais il faut absolument prendre conscience qu'il faut se faire accompagner psychologiquement parce que c'est une étape qui est assez difficile. Il faut raconter. Il faut bien raconter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écarter, quoi. Il faut dire les choses. Et à chaque nouvelle pièce de procédure, ça réactive un peu tout ce merdier, excusez-moi du terme, mais c'est ça, quoi. Et du coup, il faut être capable de pouvoir encaisser toutes ces informations sur le long terme. Et ça, et d'où l'importance de se faire accompagner psychologiquement, quoi. Voilà. Bien entouré, en tout cas. Merci Alnoun Jazameh d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et je suis vraiment encore bravo, parce que franchement, vous m'avez épaté là. Merci à vous pour votre invitation, en tout cas. Merci d'y avoir répondu. Merci également à vous deux pour cette interview et merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter chaque samedi. À très vite pour une nouvelle édition. Salut!